Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre la suite de l'examen du projet de loi de réforme de la garde à vue. À mes côtés, pour en parler, Virginie Claes, sénatrice PS d'Ille-et-Vilaine. Bonjour. Bonjour. Alors, cet après-midi, vous allez commencer l'examen des articles concernant le respect de la dignité des personnes gardées à vue. Oui. Vous allez présenter un amendement qui propose que les conditions matérielles de garde à vue soient déterminées par décret en Conseil d'État. Est-ce que cette mesure pourrait améliorer les choses ? Oui, bien évidemment, quand on parle de respect de la dignité de la personne et de respect aussi de la présomption d'innocence, quand même, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Les gardés à vue sont d'abord présumés innocents. Vous et moi pourrions être demain en garde à vue. Je pense que la qualité des locaux dans lesquels on les reçoit, le simple fait d'avoir accès à un endroit pour y faire sa toilette, le fait de garder ses lunettes, le fait d'avoir accès à des toilettes, le fait de ne pas être dans une cellule avec 3, 4, 5 autres personnes dans un espace très restreint, qui sent mauvais, dans lequel éventuellement on peut même trouver des rats parfois, ça arrive. Je pense que ça participe forcément, oui, du respect de la dignité humaine. Et là, il faut absolument passer par le Conseil d'État. À vrai dire, si on était passé par un amendement classique, on se serait heurté à l'article 40 parce que le gouvernement lui-même ne le nie pas. Si on voulait remettre à niveau l'ensemble des locaux de garde à vue, c'est plus de 40 millions d'euros qu'il faudrait rajouter au budget. Alors, dans la discussion générale, vous avez également insisté sur la formation des personnes habilitées à mener une garde à vue. C'est également indispensable si on veut garantir le respect des personnes gardées à vue. Oui, à mon avis, oui, parce que le moment de la garde à vue est un moment qui, humainement, est extrêmement compliqué. Ne serait-ce que par les relations de dominance à dominer qui s'exercent entre l'OPJ qui fait la garde à vue et la personne... L'officier de police judiciaire. Pardon, oui, vous avez raison, l'officier de police judiciaire qui exécute la garde à vue et la personne qui est mise en garde à vue, forcément en situation d'infériorité, qui se sent forcément coupable, qui ne sait pas très bien où elle va. Or, il faut savoir que le nombre d'officiers de police judiciaire a doublé depuis quelques années sous l'influence du gouvernement actuel, non pas parce qu'on a recruté, mais parce qu'on a diminué le niveau de qualification. Et à mon sens, pour mener un interrogatoire qui vise à mener à la vérité, qui vise pas forcément à mener à la culpabilité et à l'indignité de la personne que l'on a en face de toi, qui vise à mener à la vérité tout en conservant la dignité de la personne, il faut vraiment un niveau de qualification, donc un niveau de formation qui aujourd'hui n'est sans doute pas atteint pour tout le monde. C'est pas en baissant le niveau de la qualification qu'on augmente le niveau des personnes qui exécutent les gardes à vue. Alors on sait qu'aujourd'hui, il y avait également un problème du nombre de gardes à vue en France, près de 800 000 en 2009. Est-ce que le texte qui est discuté actuellement au Sénat pourrait faire baisser ce chiffre ? Alors, au dire du gouvernement, oui, il va le faire baisser, sans doute un petit peu quand même par les conditions qui y sont mises, mais à notre sens, pas assez. Je pense qu'il faudrait quand même limiter la garde à vue à des infractions à minima graves, pas pour tout et n'importe quoi. Car le problème actuellement, ce sont les infractions routières qui augmentent le nombre de gardes à vue. Entre autres, mais pas seulement pour quasiment n'importe quel délit, on peut se retrouver en garde à vue. Donc je pense que la première des mesures à prendre, même si le gouvernement ne veut pas nous entendre sur le fait de relever le niveau des peines pour lesquelles on peut être mis en garde à vue, mais une des premières choses à faire sans doute, c'est de retirer le critère du nombre de gardes à vue effectués dans un commissariat ou dans une gendarmerie comme un critère de performance. Intéressons-nous peut-être à ce moment-là à la qualité des gardes à vue, autrement dit, le nombre de gardes à vue qui se sont passés dans des conditions respectueuses de la personne et respectueuses de la dignité humaine, et aux gardes à vue qui ont abouti à une inculpation, voire à une condamnation. Là, on sera vraiment dans l'efficacité. Alors on sait qu'il y a des avancées dans ce texte, notamment il consacre donc la présence de l'avocat pour les personnes gardées à vue. Est-ce qu'il est quand même, selon vous, potentiellement votable ? Est-ce que vous pourriez voter ce texte en l'état ? En l'état, non. Enfin, personnellement, en tout cas, je ne sais pas ce qu'on décidera au niveau du groupe. En l'état, au jour d'aujourd'hui, pour moi, c'est non. Parce que les avancées, pour moi, ne sont que sur le papier. Ce ne sont que des effets d'annonce. Je compare assez souvent ce texte tel qu'il est présenté aujourd'hui à la DALO. La DALO, on a affirmé du droit au logement sans mettre en face les moyens pour construire des logements, sans mettre en face des logements. Autrement dit, c'est une loi qui paraît sur le papier une avancée, mais qui est de la pure loi de communication. Et là, aujourd'hui, on est un peu sur la même chose. Oui, bien sûr, le principe de la présence et surtout de l'assistance de l'avocat est important, mais tant que ça restera juste écrit sur le papier, c'est même à mon avis potentiellement dangereux. Parce que tant qu'on ne réforme pas l'aide juridictionnelle par ailleurs, tant qu'on ne met pas les moyens pour que les avocats financièrement soient correctement rémunérés quand ils iront assister des gardes à vue, on va se retrouver sur un système de justice à deux vitesses, d'enquête à deux vitesses. Les justiciables qui auront les moyens de se payer un avocat cher se paieront un avocat cher qui effectivement mettra en œuvre les moyens
pour que la parole de la défense soit écoutée pendant cette phase d'enquête. Donc on amène du contradictoire dans l'enquête. Les personnes qui n'en ont pas les moyens n'auront pas d'avocat ou auront un avocat qui ne fera que de brèves apparitions parce qu'il ne pourra pas faire autrement à cause de l'aide juridictionnelle qui est clairement et notoirement insuffisante. Donc on amènera un dossier d'enquête dans le bureau du juge qui sera théoriquement et sur le papier et d'après la loi une enquête où le contradictoire aura eu sa place, mais le contradictoire n'aura réellement eu sa place que pour les justiciables fortunés. Donc on va vraiment vers une justice à deux vitesses et vers quelque chose à mon avis de néfaste si on reste en l'état. Très bien, merci Virginie Claes d'avoir répondu à nos questions. Je vous laisse regagner l'hémicycle du Sénat. Donc tout de suite, la suite de la discussion du projet de réforme de la garde à vue. Bonne séance à tous. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale relatif à la garde à vue. Dans la discussion des articles, nous en sommes maintenant parvenus à l'amendement qui porte le numéro 174 rectifié au sein de l'article 7. Et tout d'abord, 16 amendements qui vont faire l'objet d'une discussion commune. J'en profite pour saluer Monsieur le garde des Sceaux au banc du gouvernement. Et nous examinons maintenant un amendement 173 rectifié présenté par le président Zocchetto au nom de la commission des lois comme rapporteur. Merci Monsieur le Président. Pardon, mais je pense qu'il s'agit du 174 rectifié. C'est ce que j'ai dit. Donc l'article 7 du projet de loi traite des modalités d'intervention de l'avocat dans la garde à vue. Et l'objet de l'amendement que je présente au nom de la commission des lois est triple. En premier lieu, cet amendement renforce les garanties entourant la possibilité pour le procureur d'autoriser un report pendant une période de 12 heures, puis pour le juge des libertés et de la détention pendant une nouvelle période de 12 heures, en indiquant que ce report doit être exceptionnel et que les autorisations doivent être motivées au regard des faits de l'espèce. Il faut une motivation écrite, je rappelle. En second lieu, cet amendement distingue la question du report de l'avocat avec celle de l'autorisation de commencer une audition sans attendre l'expiration du délai d'attente de 2 heures, car ces deux questions sont différentes et ne sauraient être confondues. Enfin, dans un souci de cohérence, lorsque l'autorisation de reporter la présence de l'avocat a été exceptionnellement décidée par le JLD pour une nouvelle durée de 12 heures, l'amendement prévoit que ce juge peut également autoriser le report de la communication des procès-verbaux d'audition à l'avocat. Merci. L'amendement 9 rectifié bis, il est présenté par notre collègue Jean-Patrick Courtois. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, au terme du projet de loi, l'assistance de l'avocat se décline selon 3 modalités que sont l'entretien confidentiel, l'assistance aux auditions et l'accès à certains procès-verbaux, en particulier les procès-verbaux d'audition de personnes gardées à vue. Si l'assistance de l'avocat dans ces 3 composantes est ainsi affirmée dans son principe à tous les stades de la garde à vue, l'article 7 n'en fixe pas moins la possibilité d'y faire exceptionnellement obstacle pendant une durée déterminée, et ce au regard, et je cite, de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. Or, la rédaction actuelle de l'article 7 prévoit que l'accès aux procès-verbaux puisse être différé pendant une durée maximum de 12 heures, alors que l'assistance de l'avocat aux auditions pourrait être reportée, elle, pendant une période pouvant aller jusqu'à 24 heures. Les 12 premières heures sur autorisation du procureur de la République et les 12 suivantes sur décision du juge des libertés et de la détention, tandis que l'entretien confidentiel ne pourrait faire l'objet d'aucun report pour quelque durée que ce soit. Force est donc de constater que cette rédaction est source de complexité et qu'elle accroît donc par conséquence les risques d'erreur et de nullité, tout à la fois pour les enquêteurs et pour les avocats, voire pour l'autorité judiciaire elle-même, qui devra, en l'état du texte, justifier dans une session écrite et motivée, pour des raisons impérieuses, le report éventuel de l'assistance de l'avocat aux auditions à un moment où, par exemple, l'accès aux procès-verbaux d'audition lui sera permis, ou le report de l'exercice de l'un et l'autre de ses droits, alors même qu'il aurait pu s'entretenir avec la personne gardée à vue avant la première audition.
Le présent amendement vise donc à rationaliser la procédure en considérant que l'assistance de l'avocat doit être affirmée dans son caractère indivisible, entretien, assistance aux auditions et accès aux procès-verbaux, de telle sorte que si des raisons impérieuses justifient un éventuel report de cette assistance, c'est dans ces 3 modalités, tandis qu'à compter du moment où l'avocat intervient en garde à vue, il doit alors pouvoir disposer de la plénitude de ses prérogatives. Merci. L'amendement 85, M. Anziani le présente. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, s'il y a une innovation dans ce texte, c'est évidemment la présence de l'avocat lors des auditions et lors des confrontations. Et le paradoxe, c'est qu'une fois qu'on a réalisé cette avancée, il faut reconnaître qu'il s'agit d'une avancée, eh bien le texte s'empresse de mettre un certain nombre de limites et au fond de reculs. Et parmi ces reculs, il y a cette possibilité de reporter la présence de l'avocat. Et cette possibilité est confiée à l'officier de police judiciaire et au procureur de la République. D'abord, nous sommes opposés sur le principe au report. Mais ensuite, après, s'il y a à avoir une dérogation à ce qui deviendra le nouveau droit commun, alors il nous semble que cette dérogation doit obéir aussi à des règles particulières et au fond à des règles qui sont celles de l'habeas corpus et donc relever du juge de la liberté et de la détention. C'est le sens de cet amendement. Merci. L'amendement 117 rectifié, Monsieur Mézard. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement a aussi pour but, comme le précédent de notre collègue Anziani, c'est d'être en cohérence avec ce que nous avons déjà soutenu par rapport au juge des libertés à la place du procureur de la République. Car pour nous, d'abord sur le fond, reporter à la demande du procureur de la République la présence de l'avocat, c'est un combat de retardement. Ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Et vous verrez que même si le Sénat et puis ensuite l'ensemble, l'Assemblée nationale acceptait cette disposition, elle ne tiendra pas longtemps. C'est à l'encontre de la jurisprudence de la Cour européenne, c'est quelque chose qui ne peut pas tenir la distance. Donc nous considérons au moins qu'il faut que ce soit le juge des libertés et de la détention qui prenne une décision qui est d'une particulière gravité par rapport aux libertés individuelles. Parce que ce texte, ce projet de loi sur la garde à vue, a pour objectif quand même premier d'assurer la présence de l'avocat dans ces gardes à vue. Et on prévoit une disposition qui permet, sur demande du procureur de la République, de repousser cette présence pendant une durée de 12 heures pour des circonstances particulières, qui donneront lieu fatalement à interprétation, à discussion et à conflit. Donc il est au moins nécessaire qu'une telle mesure soit entre les mains du juge des libertés. Merci. Un amendement 33, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Oui, de la même façon, je dirais que quand on fait une avancée contrainte, vous faites une avancée contrainte avec la présence de l'avocat, vous vous empressez de vouloir, au fond, la contraindre, elle aussi, en la différant. Et je crois que effectivement, ça ne tient pas au regard des multiples avis qui ne sont pas seulement européens, mais qui sont aussi internes à notre pays. Nous l'avons dit à plusieurs reprises et c'est un avis qu'a donné très justement la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui a remis au gouvernement le 6 janvier 2011, un avis remis au gouvernement le 6 janvier 2011. Le texte aboutit à une confusion des rôles, alors même que la Cour européenne des droits de l'homme relève dans son arrêt de Medvedev contre France que le magistrat doit présenter les garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, parce qu'on a tendance à l'oublier, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite comme contre le requérant dans la procédure pénale, à l'instar du ministère public. Selon la Cour européenne, l'autorité de poursuite ne peut donc pas être le juge devant lequel la personne privée de liberté est déférée pour juger de la légalité et de la nécessité de l'arrestation et de la privation de liberté.
Avec l'alinéa 5 de l'article 7 du projet de loi, le gouvernement persiste en donnant le pouvoir au directeur de l'enquête de priver la personne gardée à vue d'un droit substantiel, donc qui lui a été octroyé, celui d'être assisté d'un avocat dès le début de la procédure. C'est pour ça que nous souhaitons que la mise en œuvre des dispositions dérogatoires à la présence de l'avocat soit soumise au moins au contrôle du juge des libertés. L'amendement 166, Monsieur Anziani. Oui, Monsieur le Président, c'est un amendement au fond de coordination avec d'autres dispositions que nous avons examinées la semaine dernière. Dans le texte initial du gouvernement, on parle de la présence de l'avocat lors des auditions. Nous, il nous semble que ce qui se conçoit bien doit s'énoncer clairement et que si on pense que audition signifie également confrontation, alors écrivons également confrontation pour éliminer toute ambiguïté, ce qui est sans doute le propre d'un bon texte. 168. Monsieur le ministre, Monsieur le garde des Sceaux. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un amendement que j'ai déjà eu l'honneur de défendre devant le Sénat. J'espère qu'aujourd'hui, il recevra probablement un accueil plus enthousiaste que la semaine dernière, un week-end ayant passé. Un amendement de pure coordination. Bien. 168. Voilà. 34. Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Alors, encore une fois, avec l'alinéa 6, il a introduit une exception au droit commun de la garde à vue en portant atteinte au droit de la défense. Vous introduisez tellement d'exceptions dans ce régime qui va devenir de droit commun qu'on a l'impression de traiter des régimes dérogatoires qui existent en plus. Nous avons fait le constat que l'assistance effective de l'avocat ne serait pas assurée au terme du projet et nous avons dénoncé le cantonnement du rôle de l'avocat à un rôle de surveillant de l'interrogatoire. Avec cet alinéa, on va même jusqu'à lui retirer ce rôle. En effet, cet alinéa donne au procureur de la République, à la demande de l'OPJ, le pouvoir d'empêcher l'avocat d'avoir accès aux procès-verbaux d'audition. Ainsi, l'avocat ne sera plus en mesure de contrôler le bon déroulement des auditions faites en son absence. De plus, cet alinéa n'est pas clair. Retire-t-il par ailleurs l'accès de l'avocat au procès-verbal régi à l'article 10 du projet ? Ce dernier article édicte qu'il est établi un procès-verbal contenant les motifs justifiant le placement en garde à vue, la durée des auditions et des repos qui ont séparé les auditions de la personne gardée à vue, les fouilles intégrales éventuellement effectuées ou encore l'heure à laquelle elle a pu s'alimenter. Dans ce cas, les choses seraient alors beaucoup plus graves car l'avocat n'aurait alors aucun moyen de vérifier qu'aucune pression ou atteinte à la dignité n'ait été exercée à l'encontre du gardé à vue. Alors, le 119 rectifié, Monsieur Mézard. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'ai dit à plusieurs reprises que nous avions malheureusement affaire à un texte qui, dans plusieurs de ses dispositions, était un texte défensif, mais pas au sens des droits de la défense, malheureusement, au sens du fait qu'on nous propose des solutions qui visent à essayer de gagner du temps. Si, Monsieur le Ministre. De gagner du temps parce que, quant à l'alinéa 6, on prévoit que le procureur de la République peut demander, à la demande d'un OPJ, que pendant la durée fixée par l'autorisation, l'avocat ne peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue, mais j'allais dire, mais on croit rêver, parce que par rapport à la réalité, par rapport au but affiché dans la loi pour respecter les décisions tant du Conseil constitutionnel que de la Cour de cassation ou de la Cour européenne, qu'est-ce que cela peut signifier que de dire que le procureur de la République va empêcher, de fait, l'avocat de consulter les procès-verbaux de la personne qu'il est censé défendre. Alors nous avons vécu, pendant un certain nombre d'années, la garde à vue qualifiée de courtoisie, la défense qui avait la possibilité de voir la personne gardée en vue pour un entretien qualifié d'entretien de courtoisie. Bon. Je dirais que la courtoisie et la garde à vue, d'ailleurs, ce n'était pas toujours totalement compatible. Il suffit de lire un certain nombre de relations de ce qui pouvait se passer en garde à vue pour en être convaincu.
Mais à supposer même que ces entretiens de courtoisie existaient, on voit mal aujourd'hui qu'un texte de cette nature prévoit encore qu'il soit possible, tout simplement, de demander que le procureur de la République décide, à la demande de l'OPJ, que l'avocat ne peut pas consulter les procès-verbaux d'audition de son propre client. Ce n'est pas raisonnable. C'est vraiment la démonstration, encore une fois, qu'on s'arc-boute sur des positions d'un autre temps qui, de toute façon, seront balayées. Si ce n'est aujourd'hui, ce sera demain. 86, M. Anziani. Oui, Monsieur le Président, même inspiration, mais franchement, il faut quand même se méfier du ridicule. Je comprends bien qu'il y ait une volonté de borner et de border le rôle de l'avocat. Mais là, on va empêcher l'avocat de lire ce qu'a pu dire son client. Alors, on voit bien l'absurdité, c'est-à-dire que son client a pu dire pendant les auditions un certain nombre de choses, mais l'avocat n'a pas pu être présent à ce moment-là, eh bien, on lui empêche de lire. Dans la réalité, comme le vient de dire mon confrère Mézard, dans la réalité, comment les choses vont se passer? Et bien entendu que oui, bien entendu qu'à un moment donné, dans l'obscurité ou en tout cas dans la proximité du commissariat ou de la gendarmerie, il y aura un échange informel entre le client et son avocat et le client va tout de suite dire « mais voilà ce que j'ai dit ». Eh bien, il aura le droit de le dire à son avocat, mais son avocat n'aura pas le droit de lire. Là, nous sommes franchement tout à fait proches du ridicule. Alors, Monsieur Mézard, le 120 rectifié. Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est un amendement de repli. Nous venons d'exposer pourquoi le texte ne pouvait nous satisfaire et n'était pas cohérent avec l'objectif même de la loi. Et d'ailleurs, j'en appelle non seulement à la sagesse du Sénat, de la Haute Assemblée, mais à celle du garde des Sceaux, que je connais. Et je suis sûr que, très sagement, il va accepter ces modifications. Alors, c'est un amendement de repli parce que, à supposer que dans certains cas, qui ne peuvent être que très peu nombreux, il y ait une vraie raison d'empêcher l'avocat d'avoir accès au procès-verbal d'audition de son propre client. Eh bien, une telle mesure, qui est manifestement, et nous le savons tous, attentatoire aux droits de la défense, ne devrait relever que de la seule décision du juge des libertés et de la détention. Je rappelle une fois de plus que le procureur, il est partie poursuivante. Alors qu'une partie vienne interdire à l'autre d'avoir accès aux pièces du dossier, c'est comme, malheureusement, c'est plus grave qu'une partie de cartes, mais si on enlevait les cartes à l'un des partenaires. Ce n'est pas raisonnable, c'est une nouvelle fois le signe que l'on veut s'arc-bouter sur des positions qui sont strictement intenables, aussi bien dans la forme que dans le fond. Merci. Le 88, M. Anziani. Oui, Monsieur le Président, cet article, cet alinéa 7 de l'article 7 prévoit que lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans, la présence de l'avocat peut être différée au-delà de la 12e heure jusqu'à la 24e heure par décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention. Moi, je rappelle un principe qui a constamment été acté par la Cour européenne, mais aussi par d'autres juridictions. Ce principe, c'est que les exceptions doivent être toujours motivées par les nécessités de l'enquête. Et là, nous n'avons pas une exception motivée par les nécessités de l'enquête. On comprend si effectivement l'enquête révèle tel ou tel point qui nécessite peut-être d'une plus grande vigilance. On peut le comprendre. Mais là, nous ne sommes pas dans les nécessités de l'enquête. Nous sommes à une exception devant une exception qui est tirée uniquement de la durée de la peine et donc qui est tirée de la nature de l'infraction. Et ça, la Cour européenne, évidemment, n'accepte pas qu'il y ait une procédure pénale spécifique selon la nature d'une infraction, mais toujours selon les nécessités de l'enquête. Oui. Merci.
Numéro 101, Madame Brigitte Vous, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. L'abaissement du quantum de peine requis pour pouvoir différer la présence de l'avocat lors des auditions au-delà de la 12e heure de 5 ans à 3 ans permettra de répondre de manière plus satisfaisante aux besoins de l'enquête en élargissant la catégorie d'actes qui peuvent justifier, au regard de leur gravité, de cette nécessité de suspension temporaire des droits de la défense. La présente rectification porte sur la liste des signataires. 118 rectifié, Monsieur Mézard. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, par cet amendement 118, nous proposons à l'alinéa 7 de l'article 7 de remplacer le chiffre 5 par 7. Il s'agit effectivement de considérer que lorsque la présence de l'avocat aux auditions du client pourrait être repoussée jusqu'à la 24e heure par décision écrite et motivée du JLD, si la peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement et plus, nous proposons que ce soit 7 ans, parce que là encore, nous sommes dans une restriction considérable des droits de la défense, que l'on peut comprendre quand il y a des raisons impérieuses qui apparaissent et qui seraient de nature à influencer l'enquête, mais ça ne doit être réservé, selon nous, qu'aux infractions les plus graves, à supposer que le principe puisse être d'ailleurs accepté. C'est pourquoi nous proposons de relever le seuil du quantum des peines de 5 à 7 ans. Ce seuil est un seuil significatif dans notre droit pénal, puisqu'il est celui à partir duquel peuvent s'appliquer, depuis le vote de la LOPSI 2, les mesures de sûreté. Donc il y a une cohérence, puisqu'on recherche en matière du code pénal et du code de procédure pénale une cohérence qui disparaît malheureusement au fil des textes. Il est de surcroît plus conforme au principe de proportionnalité qui est posé par le Conseil constitutionnel. L'amendement 89, Monsieur Anziani. Président, nous demandons la suppression de l'alinéa 8 de l'article 7 qui prévoit que si l'OPJ, en cas de difficulté, le demande, eh bien, le procureur de la République peut informer le bâtonnier en fin de désignation d'un nouvel avocat. Il nous semble que cette disposition n'est pas utile et qu'elle est donc superfétatoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des règles qui s'appliquent. Dès l'instant qu'il y a une difficulté qui peut apparaître lors d'une audience, eh bien, nous connaissons la procédure et c'est le bâtonnier qui, in fine, va effectivement intervenir. Et nous proposons que cette procédure de droit commun, eh bien, s'applique également lors des auditions, lors de la garde à vue. L'amendement 121 rectifié, Monsieur Mézard. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, par cet amendement, à l'alinéa 8 de l'article 7, nous proposons de modifier les choses de la manière suivante. Il est indiqué que, à l'alinéa 8, l'audition est menée sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat. Nous proposons de modifier cela et de rédiger la fin de cet alinéa de la manière suivante. S'il y a lieu d'aviser, s'il y a lieu, le bâtonnier, ce dernier statue conformément aux règles déontologiques qui régissent la profession. En effet, l'alinéa dont s'agit autorise le procureur, sur information de l'officier de police judiciaire, à aviser le bâtonnier de difficultés survenues durant un interrogatoire afin qu'il soit nommé un autre avocat. C'est-à-dire que la partie poursuivante peut dire « vous êtes un contradicteur, un adversaire qui ne me convient pas, donc vous dégagez ». Le mot est à la mode en ce moment, et on va en mettre un autre. Mais si le procureur peut effectivement transmettre toutes informations utiles, il ne lui appartient pas, selon nous, d'apprécier si un autre avocat doit être désigné. Tout d'abord, il revient fondamentalement à la partie qui est en garde à vue de choisir son défenseur, et ensuite, il y a des règles, il y a une tradition déontologique. Seul le bâtonnier de chaque ordre est habilité à apprécier s'il y a eu violation des règles de déontologie de la profession pour prendre, le cas échéant, les mesures qui s'imposent. C'est le sens de cet amendement
qui ôte au procureur de la République la compétence de solliciter la désignation d'un autre avocat. On ne trouble pas un jeu équilibré. La partie poursuivante a un certain nombre de droits. Elle n'a quand même pas, elle ne doit pas avoir le droit, selon le déroulement de la garde à vue, de choisir celui dont elle va demander le dessaisissement parce qu'il s'agira d'un avocat trop compétent ou qui combat trop pour son client ou qui ne lui convient pas. Et en plus, au niveau de la suspicion, je trouve que c'est tout à fait désagréable par rapport au barreau. Oui, mon cher collègue. Bien. Alors, nous allons demander l'avis de la commission sur ces 16 amendements. Tout d'abord, concernant l'amendement qui a été exposé par Monsieur Courtois, le 9 rectifié. Cet amendement, s'il était adopté, marquerait un retrait par rapport au droit en vigueur, puisque aujourd'hui, le gardé à vue peut s'entretenir pendant une période de 30 minutes maximale avec un avocat. Donc, si on reportait à la 12e heure, ce serait donc un recul, enfin dans mon esprit et dans celui de la commission. Donc, avis défavorable. Concernant l'amendement 85, et mon avis vaudra pour les deux amendements suivants, que sont le 117 rectifié et le 33, il s'agit donc de proposer que ce soit le juge des libertés et de la détention qui intervienne en lieu et place du procureur de la République pour autoriser le report de l'intervention de l'avocat. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises la semaine dernière et en commission sur les raisons pour lesquelles nous souhaitons maintenir l'intervention du procureur de la République à ce stade de la garde à vue. Donc avis défavorable. J'ajoute quand même que l'amendement 174 rectifié que j'ai exposé tout à l'heure et qui, je l'espère, sera adopté, a réécrit le début de l'article 7 et donne, à mon avis, des garanties supplémentaires à la personne gardée à vue. Donc 117 et 33, c'est le même avis. Ensuite, nous passons à l'amendement 166 qui est présenté par Monsieur Anziani. Je pense que cet amendement est satisfait pour les deux premières parties, à savoir le grand 1 alinéa 5 et grand 2 alinéa 6. Et je donne un avis favorable pour le grand 3 alinéa 8. Il s'agit donc d'ajouter le mot confrontation au mot audition. Donc avis favorable. L'amendement du gouvernement, lorsque Monsieur le ministre de la Justice l'a exposé, il pressentait déjà l'avis de la commission et j'espère être suivi par le Sénat. Donc c'est un avis défavorable. Vous avez dit, Monsieur le ministre, qu'il s'agissait d'un amendement de coordination. Vous savez que nous ne souhaitons pas remplacer le mot de 2 heures par 1 heure, à savoir que nous voulons laisser 2 heures à l'avocat pour arriver sur le lieu de la garde à vue. Je ne reviens pas sur toutes les explications. Une de nos motivations, vous vous rappelez, c'est de maintenir des brigades de gendarmerie de plein exercice sur tout le territoire national, y compris lorsqu'elles sont situées à à 2 heures, donc à plus de 1 heure de route du siège du tribunal de grande instance. Amendement 34, l'avis sera le même pour le suivant, 119 rectifié. Donc il entend autoriser l'accès de l'avocat au procès-verbal d'audition lorsque la présence de l'avocat a été différée. Donc je pense que par cohérence, il faut que la consultation soit aussi différée. Amendement 86, même avis pour l'amendement suivant qui est le 120 rectifié. Donc c'est la substitution du procureur de la République par le juge des libertés et de la détention. Avis défavorable pour des raisons déjà souvent expliquées. Amendement 88 présenté par Monsieur Anziani et le groupe socialiste qui vise à supprimer la possibilité pour le procureur de la République de différer la présence de l'avocat jusqu'à la 24e heure lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans. Je donne un avis défavorable sur cet amendement. Quant à Monsieur Fouché, lui, il voudrait, et Madame Bou, qui a exposé l'amendement de Monsieur Fouché, il voudrait que le quantum de peine requis pour différer la présence de l'avocat de la 12e à la 24e heure passe de 5 à 3 ans. Alors là, ce serait rompre un équilibre que nous avons souhaité établir en commission.
Et ce serait ouvrir la porte à une procédure que nous voulons exceptionnelle, donc ouvrir la porte à beaucoup trop de cas. Pour les mêmes raisons, mais inverses, cette fois-ci, je donne aussi un avis défavorable à l'amendement 118 rectifié de M. Mézard, qui lui voudrait restreindre plus ce droit au report de l'intervention de l'avocat. Nous estimons que les infractions punies de 5 ans d'emprisonnement sont un seuil correct pour autoriser ce report. Amendement 89 de M. Anziani qui supprime la disposition du projet de loi relative à la discipline des auditions, alors que nous avons voulu l'écrire dans un souci que nous espérons d'apaisement, donc avis défavorable. Je ne sais pas si je vous ai convaincu par la rédaction du texte, donc si jamais vous vouliez le retirer, ce serait avec plaisir que je vous entendrai. L'amendement 121 rectifié, qui évoque une réelle question. Je comprends bien les interrogations de notre collègue Mézard, qui reposent certainement aussi sur une expérience professionnelle. Il s'agit donc de proposer de laisser aux bâtonniers le soin d'apprécier s'il faut ou non un autre conseil. C'est vrai que cette thèse peut se défendre dans la mesure où c'est le gardé à vue qui choisit lui-même son conseil et qui apprécie s'il veut ou non un conseil. Mais d'un autre côté, Monsieur Mézard, nous ne sommes pas au début de la procédure. Au moment où le bâtonnier serait saisi par le procureur de la République, il y aurait déjà eu un avocat de désigné. C'est donc bien que le gardé à vue souhaitait être assisté par un avocat. Et c'est parce que l'avocat désigné a eu un comportement qui ne permettait pas de mener la garde à vue dans des conditions satisfaisantes que le procureur peut décider de s'en remettre au bâtonnier pour que le bâtonnier puisse désigner un autre avocat. Moi, je crois que dans ces circonstances-là, il est nécessaire que le gardé à vue puisse toujours bénéficier d'un autre avocat. En effet, il n'est pas forcément responsable de l'attitude de l'avocat et je pense qu'il est normal que le bâtonnier désigne un autre avocat. Bien sûr, il le fera selon les règles déontologiques propres à la profession. J'imagine qu'il ne désignera pas n'importe quel avocat, mais il le fera et ce sera une bonne chose. Voilà, Monsieur le Président, l'avis de la Commission sur ces différents amendements. Merci, Monsieur le rapporteur. Alors, Monsieur le garde des Sceaux, l'avis du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais répondre à l'ensemble des porteurs d'amendements, puisqu'il s'agit là d'un article qui est tout à fait important, puisqu'il va définir le rôle de l'avocat cadre de la garde à vue. Et je voudrais faire au préalable quelques observations. Tout d'abord, le principe même d'une possibilité de report de la présence de l'avocat est expressément autorisé tant par la Cour de Strasbourg que par le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation dans leurs différentes décisions. Et ce principe, je ne souhaite pas qu'il soit remis en cause, je souhaite au contraire qu'il soit inscrit dans la loi dans les termes mêmes retenus par ces trois juridictions. Et dans certaines situations d'urgence, il est en effet indispensable que les premières heures de l'enquête soient entièrement consacrées à la recherche de la vérité. En second lieu, les raisons permettant de justifier ce report, telles que prévues par le texte issu des travaux de la Commission des lois, n'ont pas non plus à être modifiées. Elles sont très exactement celles exigées par les différentes jurisprudences. La rédaction retenue est du reste la reprise des termes mêmes utilisés par le Conseil constitutionnel dans sa décision, et également par la Cour européenne et la Cour de cassation, qui tous trois ont expressément admis un report de la présence de l'avocat si des raisons impérieuses tenant aux circonstances de l'infraction le justifient. En troisième lieu, la détermination de l'autorité judiciaire appelée à autoriser le report
me paraît, telle qu'elle a été retenue, totalement conforme aux exigences à la fois constitutionnelles et conventionnelles. Le procureur n'est compétent que pour les 12 premières heures de la garde à vue. Ensuite, c'est le juge des libertés et de la détention qui décidera de l'éventuel report de la présence de l'avocat et si la peine encourue est d'au moins 5 ans. Il s'agit là d'un équilibre. Le procureur intervient au tout début de l'enquête et de la garde à vue. Je rappelle que dans nombre d'États étrangers, le report est décidé par les enquêteurs eux-mêmes en exigeant l'intervention d'un magistrat. Notre droit est donc plus protecteur. Au vu de ces observations, il est évident que l'amendement de M. Courtois ne peut être vu que de façon sympathique, puisqu'il répond tout à fait à ces exigences. Néanmoins, j'ai bien compris que la Commission avait une vision plus large que celle qui résulte des dispositions de l'amendement numéro 9. Et très naturellement, le gouvernement est favorable à l'amendement numéro 174 tel qu'il a été présenté par le rapporteur. Cet amendement améliore significativement le texte sur 3 points. Il prévoit que le report de l'avocat ne peut intervenir que de façon exceptionnelle, en exigeant une décision écrite et qui soit motivée au regard des faits de l'espèce, ce qui renforce les garanties prévues par le texte. Il distingue la question du report de l'avocat de celle du délai de carence entre la première audition et l'arrivée de l'avocat, car ce sont évidemment des questions différentes. Enfin, il autorise le juge, qui a décidé du report d'assistance de l'avocat après 12 heures, à reporter également la communication des procès-verbaux d'audition à l'avocat, ce qui est cohérent. C'est la raison pour laquelle je donne un avis favorable à cet amendement numéro 174 et par conséquent un avis défavorable à l'ensemble des autres amendements. Alors, je vais consulter sur l'amendement 174 rectifié, avis favorable du gouvernement. Monsieur Michel, pour expliquer son vote. Monsieur le Président, oui, l'explication de vote vaudra pour tout, puisque les nécessités de la séance et le fait que le rapporteur ait déposé après la commission un amendement global a fait qu'on a mis en discussion commune des amendements qui obscurcissent un peu le tableau. Le tableau est quand même obscur. Dans cet article 7, c'est une exception totale à l'article 1er de la loi. Voilà ce qu'il faut dire. Bon. L'article 1er de la loi dit « La personne gardée à vue ne peut pas se retrouver incriminée sans la présence d'un avocat », point final. Et ici on dit « Ah mais, si l'OPJ n'est pas d'accord, eh bien il peut différer. Ah mais, si l'avocat, la tête de l'avocat, le comportement de l'avocat ne plaît pas à l'OPJ, on peut le changer, et c'est le procureur qui le fera. Ah mais, on peut encore attendre. Ah mais, on peut interroger la personne, elle peut s'auto-incriminer sans même la présence de l'avocat. » On voit bien que, malgré les quelques précisions qu'a apporté notre estimé rapporteur, cet article 7 n'est pas acceptable. Il n'est pas acceptable. Il met à bas le principe général qui est dans l'article 1er. On voit bien pour quelle raison cet article est arrivé là, après quelle tractation vraisemblablement avec certains acteurs de la procédure pénale, mais il faut savoir ce que l'on veut, et nous ne voulons pas de cette rédaction. Non, nous voterons contre, y compris l'amendement de M. Zocchetto. Madame Borvoux, pour expliquer son vote, Madame la Présidente. Oui, merci Monsieur le Président. Même chose. Il est évident que le texte que nous a présenté Monsieur Zocchetto et qui consiste à balayer tous les autres amendements améliore à la marge des dérogations qui vont à l'encontre de ce qui est recherché, c'est-à-dire assurer les droits du gardé à vue dès le début de la garde à vue. Donc on ne peut pas se laisser aller à ce piège en quelque sorte et donc nous ne voterons nous ne voterons pas l'article et donc ni les améliorations éventuelles qu'il pourrait ressortir de cet amendement. Mézard, pour expliquer son vote. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous aussi, nous ne pouvons nous associer à cet amendement qui, par certains points d'ailleurs, est pire que le texte initial, dans la mesure où
à titre exceptionnel, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut être autorisé par décision écrite et motivée. C'est-à-dire que vous avez rajouté l'agent de police judiciaire. Et ça, c'est quand même le signe d'une politique qui ne trompe pas. Alors, je crois qu'il faut le dire, parce que vous fabriquez, on vous le dit à longueur de séance, vous fabriquez une machine, pas infernale, mais une machine qui est condamnée à être revue. Et les 3 dispositions, elles sont quand même graves, puisque, comme l'a excellemment relevé notre collègue Jean-Pierre Michel, par ces exceptions, vous détruisez l'article 1 et l'objectif affiché du texte. C'est-à-dire que selon la pratique qui sera ordonnée par qui? Par le garde des Sceaux. Par le garde des Sceaux, puisque nous savons ce qu'il en est du procureur de la République. Mais si, vous le savez encore mieux que nous, puisque vous l'avez rappelé dès votre entrée en fonction, monsieur le garde des Sceaux. Nous savons quelle sera la pratique. Vous aurez la possibilité de donner des instructions par lesquelles la décision écrite et motivée sera pratiquement un formulaire. Nous savons ce qu'il en est aujourd'hui de la garde à vue, des fax qui arrivent la nuit et qui ne sont même pas lus. Donc tout dépend effectivement de la pratique que l'on met en place. Et par ces exceptions qui ne seront souvent pas des exceptions, mais qui deviendront une pratique courante, je dis qu'on va à l'inverse du but qui est affiché et on laisse au procureur de la République des marges de manœuvre sans contrôle. Et moi, je ne fais jamais le procès systématique des procureurs de la République qui, dans l'ensemble, font le travail dans les meilleures conditions possibles. Mais on sait ce qu'il en est. Et le but, monsieur le garde des Sceaux, c'était de diminuer le nombre de gardes à vue. Bon, et de donner dans ces gardes à vue le maximum de garanties à tout le monde, y compris d'ailleurs aux victimes. Eh bien, ce n'est pas ce que vous faites par cet article 7, qui est le moyen de détruire l'objectif qui est affiché par la loi. Et quant à différer la présence de l'avocat, là aussi, sur des crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement de 5 ans, on sait tous ce qu'il en est. Alors, le rapporteur, à juste titre, nous a donné quelques exemples sur ce que sont les peines de 3 ans et ce qui n'est pas dans les peines de 3 ans. Mais moi, je peux lui donner des arguments contraires sur les peines aussi de 5 ans. On est dans là aussi dans une incohérence. On affiche un objectif et on met les moyens de ne pas le réaliser. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas accepter l'amendement de monsieur le rapporteur sur les alinéas 5 à 7 et je reviendrai tout à l'heure sur l'alinéa 8. Monsieur le rapporteur, vous vouliez ajouter? Oui, merci Monsieur le Président. J'ai écouté avec beaucoup d'attention Monsieur Mézard. Je le remercie pour son intervention. Non pas que je souscrive à tout ce qu'il a dit, loin de là. Mais lorsqu'il a mis en exergue le fait que l'amendement que je proposais mentionnait les agents de police judiciaire, il a eu raison. Et je propose de rectifier mon amendement en supprimant au 2e paragraphe et au 3e paragraphe la référence à l'agent de police judiciaire. Donc, seuls seront mentionnés les officiers de police judiciaire. Je voudrais rappeler le cadre strict encadrant la possibilité pour l'OPJ de demander au procureur de la République ou au JLD de reporter l'intervention de l'avocat. Premièrement, il faut une décision écrite. Deuxièmement, il faut qu'elle soit motivée. Troisièmement, il faut que cette mesure apparaisse indispensable. Ensuite, il faut que ce soit pour des raisons impérieuses, tenant aux circonstances particulières de l'enquête. Sixièmement, soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes, tenant au recueil ou à la conservation de preuves, soit pour permettre une atteinte imminente aux personnes. Convenez que ça fait quand même un cadre quand même très précis et que cette procédure ne pourra être utilisée que dans des circonstances exceptionnelles. Du reste, ce ne serait pas l'intérêt d'un procureur ou d'un OPJ, et encore moins du garde des Sceaux, de recommander que cette procédure devienne la règle, puisque vous savez bien que l'article 1er A, qui figurera désormais à l'article préliminaire du Code de procédure pénale, dit qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations
qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. Ce serait donc ouvrir les audiences des tribunaux correctionnels, voire les audiences d'assises, à une fragilité à l'encontre des procédures de garde à vue et de la procédure correctionnelle ou criminelle tout court. Donc moi je suis certain qu'il n'y aura pas de dérive, mais nous pouvons interroger le garde des Sceaux, si vous voulez, sur la pratique, et encore c'est pas lui qui donnera la pratique, j'imagine, mais la pratique qu'il imagine qu'il va y avoir si ce texte est voté. Monsieur le garde des Sceaux, puis après Monsieur Colomba. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je veux naturellement souligner l'extrême bonne volonté du rapporteur, et je comprends bien ce qu'il veut dire, mais je crains que la question de M. Mézard ait été un peu biaisée. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais attirer l'attention du Sénat, et notamment celle du rapporteur, sur la modification qu'il vient de faire. Je veux simplement dire que le texte de l'amendement du rapporteur était excellent. Et que, dans tous les cas, c'est le procureur de la République qui donnait l'autorisation et personne d'autre. Et que, dans toutes les dispositions de la loi, on a prévu que l'enquête peut être menée soit par un officier de police judiciaire, soit par un agent de police judiciaire. Vous l'avez, je lis, Monsieur le Président, le texte même de la Commission. Un peu plus loin, par exemple, dans le même article 7, il est prévu que l'agent de police judiciaire puisse jouer son rôle. Ah ben bien sûr. Ben, je vois par exemple alinéa 8, l'audition est menée sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire, qui peut à tout moment, etc., etc. C'est le texte de la commission que je lis et que je fais naturellement mien et que je soutiens. Je crois donc que la demande présentée par M. Mézard n'était pas la demande qu'il a dite. Il voulait que ce soit, bien entendu, le procureur de la République qui puisse donner l'autorisation, en aucun cas, un agent de police judiciaire. On est tout à fait d'accord avec lui. Ça peut être que le procureur ou le juge de la liberté et des détentions, et il donne l'autorisation soit à l'OPJ, soit à l'agent de police judiciaire qui mène l'enquête. Parce que sinon, il faut également revoir les premières dispositions de l'article, où chaque fois, on a officier de police judiciaire ou agent de police judiciaire. Et que si on change ces dispositions, plus aucun agent de police judiciaire ne pourra faire une garde à vue. Je crois que M. Mézard a tout à fait satisfaction dans l'amendement présenté par le rapporteur. C'est naturellement le procureur de la République ou le juge qui donne l'autorisation. Il donne cette autorisation soit à l'officier de police judiciaire, soit à l'agent de police judiciaire qui mène l'enquête sur le terrain. Et vous avez à de nombreuses reprises les deux cas qui sont prévus. Et on ne peut pas, je crois, faire autrement. Oui, mais c'est écrit de façon lisible, ce serait mieux. Voilà. Monsieur le Président de la Commission des lois. Oui, monsieur le ministre, moi, c'est l'inverse que je ne comprends pas. Parce que si on va jusqu'au bout, c'est la suite. Moi, je ne comprends pas qu'un APJ puisse faire des auditions. Qu'un APJ puisse faire des auditions, je suis désolé. C'est ça la question. Non, mais, monsieur le garde des Sceaux, en fait, moi, je pense qu'il faut au moins, on a tous dit qu'il fait la qualification d'officier de police judiciaire. Et que même, il fallait encourager le fait qu'elle soit mieux formée. Alors, si on descend très bas, attendez, là, moi, je pense que ça nous fait réfléchir parce que, en fait, c'est à la suite. L'audition est menée sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire. Dans un certain nombre de cas, monsieur le ministre, vous le savez fort bien, les APJ peuvent exercer certaines missions sous le contrôle d'un officier de police judiciaire. Sous le contrôle. Mais une audition, c'est pas sous le contrôle. Ou bien on fait l'audition, ou bien on la fait pas. Moi, franchement, je trouve que, à la réflexion, et ça, vous voyez, c'est la question de monsieur. En fait, ce qui me pose problème, moi, c'est le 63-4-3, l'alinéa 8, parce que sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire. Ben, moi, je suis désolé, pour moi, c'est les officiers de police judiciaire qui doivent mener seuls les auditions. Parce que.
Ah non, mais attendez, monsieur. On peut faire la coordination. Non, mais, monsieur le garde des Sceaux, vous voyez, votre réflexion, alors c'est peut-être déjà le cas aujourd'hui, hein, mais il y a franchement, il y a quand même un petit peu une dichotomie entre les questions qui nous sont posées par M. Mézard, par le rapporteur, par vous, la réponse. S'il faut homogénéiser, alors parce qu'on ne peut pas faire d'audition s'il n'y a pas d'OPJ, que je sache. On ne peut pas faire d'audition s'il n'y a pas d'OPJ. Et d'ailleurs, on a d'ailleurs dénoncé, monsieur le garde des Sceaux, je rappelle le fait qu'il fallait mettre 2 heures pour permettre et pour ne pas regrouper les locaux de garde à vue. On ne peut pas nous tenir des discours qui sont contradictoires. Ça, je le dis franchement. Moi, j'ai toujours considéré que c'était les OPJ, parce qu'il faut une qualification qui pouvait mener les auditions, etc. Monsieur le garde des Sceaux, et puis après, monsieur Colomba, monsieur Anziani. Voilà. Bon, comment moi, je veux, si, tout à fait bien. J'ai aucun problème, je veux simplement pas bloquer le système dans aucun cas. Et je rappelle que aujourd'hui, les agents de police judiciaire, tels que le code de procédure pénale dans l'article 20 prévoit leur rôle, qui est de seconder dans l'exercice de leur fonction les officiers de police judiciaire, de constater les crimes, délits ou contraventions, d'en dresser procès-verbal, de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des indices, preuves et renseignements. Et simplement, les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue. Mais ils ne peuvent pas placer en garde à vue, c'est ce qu'on a toujours dit. Ah ben ils ne peuvent pas prolonger, non. Ils ne peuvent pas prolonger. Différer les auditions, etc. Voilà. Bien. Voilà. Monsieur Colomba, puis monsieur Anziani, et nous avons bien le 174 rectifié bis dans la rédaction qu'en a donné le rapporteur. Monsieur Colomba. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, Monsieur le Garde des Sceaux, on a l'impression que cet article est un acte manqué, parce que c'est là où l'inconscient fait sa réapparition. Parce que de quoi discutons-nous? On discute de la nécessité structurelle de la présence de l'avocat lorsqu'il y a garde à vue. Bon. C'est quelque chose qui est absolument fondamental si on veut avoir un état de droit. Et là, comme mes collègues l'ont dit, cet article défait tout ce qui a été affirmé, notamment dans l'article 1. Le plus intéressant de cette affaire, en tout cas le plus significatif, c'est bien l'alinéa 7. Parce que, à la limite, on pourrait comprendre que, pour des raisons de l'enquête, on diffère cette présence un certain temps. Mais là, c'est en fonction de la peine encourue, ce qui n'a strictement rien à voir, comme l'a dit mon collègue, avec notre problème. C'est pas parce que la personne interrogée est soupçonnée de crimes particulièrement graves ou de délits particulièrement graves qu'il faut différer, qu'il est devant l'officier de police judiciaire et qu'on l'interroge. C'est pas pour ça. Bon. Donc, qu'on doit lui refuser la présence de l'avocat. L'avocat, encore une fois, c'est nécessaire structurellement pour qu'on soit dans l'état de droit. Donc, franchement, tout à l'heure, mon collègue parlait de ridicule. Je veux dire que c'est tout à fait contradictoire avec l'objectif officiel qui est censé être recherché par ce texte. Oui, Monsieur le Président. Il y a 8 jours, Monsieur le garde des Sceaux, en débutant son propos, nous a dit « Nous sommes ici parce que le 31 juillet dernier, le Conseil constitutionnel a pris une décision qui nous oblige à revoir un certain nombre de dispositions du Code de procédure pénale. » Je voudrais rappeler que dans la décision du Conseil constitutionnel, il y a plusieurs motifs, mais il y a un motif fort. Et ce motif fort est justement tiré de l'insuffisance des garanties aujourd'hui présentées par les officiers de police judiciaire. C'est un des 2 motifs forts, et le Conseil constitutionnel notamment, je lis les extraits qui ont été publiés par le rapport de M. Zocchetto. Le Conseil constitutionnel a mis en avant la réduction progressive des exigences fixées par le législateur pour reconnaître la qualité d'officier de police judiciaire qui seul habilite
à placer en garde à vue. Ainsi, entre 1993 et 2009, le nombre de fonctionnaires civils et militaires ayant la qualité d'officier de police judiciaire est passé de 25 000 à 53 000. Alors, je m'adresse à la fois à monsieur le rapporteur, mais je crois qu'il vient d'en tirer les conséquences, et à monsieur le ministre. Comment peut-on, alors que le Conseil constitutionnel nous demande davantage de garanties sur les officiers de police judiciaire, proposer dans un texte, en tout cas avant qu'il ne soit rectifié, d'en avoir moins et donc évidemment d'encourir de nouveau la censure du Conseil constitutionnel. Donc il est véritablement urgent, et moi je demande à monsieur le garde des Sceaux de l'accepter, non seulement évidemment de supprimer la mention d'agent de police judiciaire dans ces articles, ces alinéas 5 à 7 de l'article 7, mais également dans l'ensemble du texte pour être tout à fait conforme à la décision du Conseil constitutionnel. Bien, je vais maintenant consulter tout d'abord sur l'amendement 174 rectifié bis, présenté par monsieur le rapporteur. Ceux qui sont pour son adoption le manifestent en levant la main. Avis contraire? Il est adopté. Donc, à l'exception de l'amendement 166, les autres amendements tombent, mais il serait rectifié, monsieur Anziani, si je suis la proposition de monsieur le rapporteur, par comporterait l'alinéa 8, le grand 3, l'audition, insérer les mots ou la confrontation. C'est de la coordination par rapport. Je consulte ceux qui sont favorables, manifestant levant la main. Avis contraire, unanimité. Merci. Adopté. Et nous passons maintenant à l'article 7, pour que chacun puisse. Ah pardon. Oui, à l'article 7 toujours. L'amendement sans rectifier. Madame Bout. Merci, Monsieur le Président. Après l'alinéa 8, il faut insérer un alinéa ainsi rédigé. L'officier ou l'agent de police judiciaire qui exerce la police de l'audition peut, à ce titre, si l'avocat compromet par ses interventions le bon déroulement de l'audition, en référer au procureur de la République qui peut autoriser, sur décision écrite et motivée, la poursuite de l'audition hors de la présence de l'avocat. Cet amendement vise à prévoir que l'officier ou l'agent de police judiciaire assure la police de l'audition. Si l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Je voudrais dire à Madame Bou que cet amendement ouvrirait ainsi une nouvelle exception au droit à l'assistance d'un avocat, ce qui ne paraît pas conforme avec l'esprit de la réforme. Donc la commission émet un avis défavorable, sauf si Madame Bou souhaitait retirer son amendement, mais je n'ignore pas que l'amendement a été rédigé par Monsieur Fouché. Donc. Bien, l'avis du gouvernement. Je croyais que Mme Bou avait retiré l'amendement. Il me semblait, oui. Merci. Alors, 169, monsieur Anziani, c'est de la coordination, hein. Donc on considère comme adopté, puisqu'on est sur une votation de même type. 4 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 90, monsieur Anziani. Oui, Monsieur le Président, cet amendement vise à supprimer les deuxième et dernières phrases de l'alinéa 9, c'est-à-dire ces phrases un peu particulières où on indique que l'officier ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête ou à la dignité de la personne. Mention de ce refus est portée au procès-verbal. Moi, je ferai 2 observations. La première, je ne vois pas l'utilité de ces dispositions. L'avocat peut poser des questions. Si ensuite, après, on considère qu'il n'y a pas lieu à y répondre, on n'y répond pas. Donc, il n'y a pas une obligation de répondre aux questions qui sont posées par l'avocat. Donc, je ne vois pas très bien l'intérêt d'interdire à l'avocat de poser des questions. Et puis, la deuxième, qui est beaucoup plus de fond, c'est qui doit apprécier si une question doit être posée ou pas posée. Ce n'est pas une petite question. Est-ce que c'est l'officier de police judiciaire qui doit dire
selon qu'il est dans telle ou telle ville ou dans telle gendarmerie ou commissariat. Bah non, finalement, cette question-là, elle me convient pas, elle me dérange trop, elle va beaucoup trop loin. Est-ce que c'est à lui de juger de l'opportunité de la question? Si il considère que la question est outrageante, ça c'est autre chose. Mais si elle est outrageante, alors nous connaissons les règles déontologiques de l'avocat et il y a le pouvoir du bâtonnier pour à ce moment-là intervenir. Si la question n'est pas outrageante, c'est une question simplement sur le dossier lui-même, ce n'est pas à mon avis à l'officier de police judiciaire de décider. Et encore une fois, de toute façon, il n'y a pas d'obligation de réponse. Le 122, Monsieur Mézard. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet alinéa 9 est non pas stupéfiant, mais extraordinaire. Sa relecture, je pense, est souhaitable. À l'issue de chaque audition à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions. L'officier, ou l'agent de police judiciaire, là aussi même problème que précédemment, ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête ou à la dignité de la personne. Mention de ce refus est portée au procès-verbal. Alors, par l'amendement 122, je propose que l'on supprime les mots « ou à la dignité de la personne ». C'est quand même là extraordinaire. C'est-à-dire que, d'abord, je considère que c'est profondément insultant pour la profession d'avocat. Insultant, je le dis bien, parce que ça veut dire que, dans un texte de loi, on part du principe que l'avocat va poser des questions contraires à la dignité de la personne. C'est assez extraordinaire et ça dénote l'état d'esprit des auteurs de ce texte. Et je dirais que ça, dans la forme, c'est aussi grave que le fond. Et je crois qu'en disant cela, je crois qu'on est vraiment au cœur du problème. Car ce qui est sous-entendu ici, c'est extravagant. L'avocat chargé d'assurer la défense d'une personne placée dans une situation qui est difficile quand on est gardé à vue et qui est dans une situation logique d'affaiblissement psychologique, pourrait donc cet avocat poser des questions attentatoires au principe dont il assure précisément la protection. Sachant que, d'une manière générale, c'est une profession qui est soumise à des règles déontologiques. Et que si un avocat ne respecte pas les règles déontologiques, il appartient à ce moment-là à l'officier de police judiciaire de saisir son procureur qui fera le nécessaire vis-à-vis du bâtonnier de l'ordre des avocats. Donc, en indiquant ça dans le texte de loi, je crois qu'on va très loin dans ce sentiment de défiance dans une mécanique qui est très révélatrice, je l'ai déjà dit, de l'auteur de ce texte. Car l'audition, en plus, menée dans le cadre de la garde à vue, n'est pas comparable avec celle qui est menée dans le cabinet du juge d'instruction. Donc, là aussi, la référence à la dignité de la personne est quelque chose qui me paraît tout à fait inadmissible, que chacun fasse son travail et dans de bonnes conditions. Et à ce niveau-là, par rapport à ce qui s'est passé dans les gardes à vue depuis un certain nombre d'années, je pense qu'il n'est pas de bon goût de donner des leçons aux avocats. 37, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Notre amendement porte sur la dernière phrase. Et d'ailleurs, je partage ce qui vient d'être dit sur cette sombre référence aux propos attentatoires à la dignité de la personne qui, je soutiens les amendements de mes collègues. Alors, dans le cas où l'officier prend une telle décision qui porte inévitablement atteinte au droit à bénéficier d'une défense effective, alors il mentionne son refus au procès-verbal. Par notre amendement, nous souhaitons que les obligations de l'officier soient un peu élargies et nous demandons que celui-ci retranscrive au PV d'audition les refus, mais également l'ensemble des questions posées et les réponses quand elles ont été faites. Il s'agit ici de retranscrire ce qui se passe lors de cette phase qui démarre à l'instruction. Et cette précision entraîne, il est vrai, une charge supplémentaire pour les OPJ, mais elle est selon nous très importante pour garantir les droits de la personne gardée à vue. Un amendement 123, Monsieur Mézard.
Monsieur le Président, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à dire que le corporatisme est absent de mon processus de pensée. Et je le démontre souvent par rapport aux déclarations que je suis amené à faire sur le Conseil national des barreaux ou sur le fonctionnement aujourd'hui de la défense en France. Par contre, il y a des règles fondamentales auxquelles je suis particulièrement attaché, comme nombreux dans cet hémicycle. Alors cet amendement 122, il a pour but de rajouter après l'alinéa 1, puisque l'alinéa 9, cet alinéa dit que lorsqu'il y a refus d'accepter une question de l'avocat, mention de ce refus est portée au procès-verbal. Je considère qu'il serait souhaitable d'ajouter, à la suite du refus, avec le texte intégral de la ou des questions posées par l'avocat, puisqu'il peut être intéressant dans la suite de la procédure, que ce soit pour la personne qui est en garde à vue et qui sera ensuite ou pas renvoyée devant un tribunal, ou pour la victime, que la question posée, s'il y a refus de la poser, elle soit inscrite au procès-verbal et ça d'ailleurs, cette mention permettra de limiter le nombre de refus. Merci. Alors, monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. Monsieur le Président, contrairement aux auteurs des différents amendements, je pense qu'il est nécessaire que la loi prévoie la discipline des auditions. Nous sommes en matière de procédure pénale et il n'est pas possible de s'en remettre à une circulaire ministérielle ou à des textes réglementaires. Donc les amendements comme le 90 qui visent à supprimer les dispositions relatives à la discipline des auditions ne peuvent recevoir qu'un avis défavorable. C'est le cas donc du 90, je viens de le dire. Concernant le 122 rectifié, Monsieur Mézard nous dit que imaginez qu'un avocat puisse poser des questions attentatoires à la dignité de la personne, c'est présumer que l'avocat arrivera avec des mauvaises intentions et que ce n'est pas une bonne façon de procéder. Car en effet, s'il y a des dispositions qui prévoient que l'avocat aura de mauvaises intentions, pourquoi ne pas prévoir que d'autres parties, en l'occurrence l'officier de police judiciaire, puissent avoir aussi des mauvaises intentions. J'en conviens, ainsi que la Commission, et nous avons donné un avis favorable au 122 rectifié. J'en viens à l'amendement 37 de Madame Borvo, qui prévoit que le procès-verbal d'audition retranscrit toutes les questions, y compris celles posées par l'avocat. Je ne pense pas, Madame Borvo, que cette disposition soit nécessaire. En effet, l'avocat pourra toujours joindre ces questions aux observations qu'il fera mentionner sur le procès-verbal. Et il pourra même les adresser au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue. C'est le texte que nous vous proposons. Donc avis défavorable au 37 et pour les mêmes raisons, avis défavorable au 123 rectifié. L'avis du gouvernement, monsieur le garde des Sceaux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous partageons tout à fait l'esprit de ce que vient de dire le rapporteur. Il est normal, s'agissant d'un texte très important de procédure pénale, que la loi organise les choses. Personne, aucun autre texte ne peut le faire. Je crois que nous sommes tous d'accord sur ce point. Il y a donc une nécessité pour le Parlement de légiférer dans ce domaine. C'est la raison pour laquelle, comme Monsieur le rapporteur, le gouvernement est opposé à l'amendement numéro 90 et il l'est également aux amendements 37 et 123. La possibilité pour l'OPJ de s'opposer aux questions de l'avocat est la reprise exacte de ce qui est prévu à l'instruction par l'article 120 du Code de procédure pénale. Cet article 120, Monsieur Mézard, précise notamment que le juge peut s'opposer à des questions de nature à nuire à la dignité de la personne. C'est la reprise du texte même du Code, tel qu'elle existe aujourd'hui. Et je rappelle,
c'est pas forcément une raison qui est absolue, mais Madame la sénateur, lorsque vous saurez que cette règle date de la loi Guigou renforçant la présomption d'innocence du 15 juin 2000, vous serez convaincu du bien fondé de ce texte. Elle est donc tout à fait justifiée et n'a jamais fait depuis plus de 10 ans moindre difficulté d'application. Il n'y a là aucun sous-entendu à l'encontre des avocats et cette disposition n'est nullement tendancieuse. Elle ne l'était pas lors du vote de la loi du 15 juin 2000, elle ne l'est pas plus aujourd'hui puisque c'est la reprise intégrale des termes de ce texte. Donc c'est la raison pour laquelle le gouvernement est également défavorable à l'amendement 122. Alors, je vais consulter sur l'amendement 90. Double avis défavorable. Monsieur Colomba, pour explication de vote. Oui, on peut comprendre la nécessité d'ordonner l'audition, on peut comprendre la nécessité que la dignité de la personne soit respectée, mais par contre, je n'arrive pas bien à comprendre ce que ça peut vouloir dire qu'une question puisse nuire au bon déroulement de l'enquête. Si on peut nous donner un exemple de question tellement puissante qu'elle nuise au déroulement de l'enquête. J'ai un peu de mal à comprendre ce que ça peut vouloir dire. D'autres demandes d'explication de vote, Monsieur Mézard? Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, simplement pour répondre à Monsieur le Garde des Sceaux, moi aussi j'ai sous les yeux l'article 120 du Code de procédure pénale, c'est une excellente lecture, mais alors le fait que ce soit la loi du 15 juin 2000 sous l'autorité de Madame Guigou, moi ça m'indiffère au plus haut point. Au plus haut point, je n'étais pas sénateur en l'an 2000, et vous savez, tous les gouvernements peuvent faire des erreurs et vous le vivez au quotidien. Mais ceci étant rappelé, oui, mais vous pouvez me rappeler à chaque séance publique, Monsieur le Garde des Sceaux, que par mesure de rétorsion, vous fermerez la maison d'arrêt d'Aurillac, ça ne changera aucunement mes convictions. Alors, sur cet article 120, il ne faut aucunement confondre ce qui se passe lors d'une instruction et ce qui se passe lors d'une garde à vue. Ce sont deux phénomènes procéduraux différents et je vous rappelle que l'instruction, il y en a très peu proportionnellement par rapport au nombre de dossiers, que la garde à vue, si nous savons, et nous le savons tous, que ça a posé d'énormes problèmes et qu'on cherche à remédier à ces problèmes, ce n'est pas pour poursuivre dans une série de dérives comme celle qui découlerait de l'application de ce texte. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans le projet de loi sur la garde à vue? On est allé voir ce qu'il y avait à l'article 120 du Code de procédure pénale sur l'instruction et on a recopié littéralement. On ne s'est pas posé d'autres questions. Bien, pas d'autres demandes d'explication de vote. Je consulte ceux qui sont favorables à l'adoption de l'amendement 90, le manifeste en levant la main. Avis contraire, n'est pas adopté. Alors, le 122 rectifié, la commission avait exprimé un avis favorable, le gouvernement défavorable. Explication de vote, je n'en vois point. Ceux qui sont favorables à son adoption le manifestent en levant la main. Avis contraire, il est adopté. Un amendement qui porte le numéro 37, double avis défavorable, commission gouvernement, explication de vote. Je n'en vois point. Ceux qui sont favorables à son adoption manifestent en levant la main. Avis contraire, n'est pas adopté. L'amendement 123 rectifié qui a reçu un double avis défavorable. L'amendement de M. Mézard. Explication de vote. Je n'en vois point. Ceux qui sont favorables à son adoption manifestent en levant la main. Avis contraire, n'est pas adopté. Bien. Alors, un amendement 170, monsieur Anziani, mais de coordination. Je me tourne vers la commission et le gouvernement. Avis favorable, c'est un amendement de coordination. Donc, je considère comme adopté. Un amendement 124 rectifié.
Monsieur Mézard. Il tombe. Il tombe. 171, monsieur Anziani, de même. Coordination. Adopté. 151 rectifié. Madame Claes le présente. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Tout d'abord, je voudrais remercier mon collègue Colomba, puisqu'il a réussi à éclairer un petit peu ma lanterne. Grâce à lui, je sais ce que c'est qu'une question de nature à perturber le bon déroulement de l'enquête ou du débat, puisqu'on n'a pas eu de réponse à sa question. Donc je suppose qu'elle est à rentrer dans ces catégories-là. Ceci dit, pour revenir donc à l'amendement que je présente, il tente à demander à ce que lorsque l'interrogatoire de la personne gardée à vue aura lieu en dehors de la présence de l'avocat, puisqu'inévitablement on tendra vers là, il y aura des moments où les interrogatoires seront menés en dehors de la présence de l'avocat, dans ce cas-là, le contenu du procès-verbal devra obligatoirement être validé par l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention. On a souvent dit, et on dira sans doute encore souvent, que quand l'avocat n'est pas là, au moins faisons un enregistrement par vidéosurveillance. On sait très bien que tous les locaux de garde à vue ne seront pas équipés du matériel nécessaire pour le faire. On a aussi entendu, quand on a parlé de vidéosurveillance sur la voie publique, de l'intérêt des caméras pour prouver ce qui a été fait, pas fait, dit ou pas dit. Il me semble donc que si on ne peut pas avoir accès aux caméras pour prouver ce qui a été dit ou pas dit au mot près ou à la virgule près pendant un interrogatoire, la moindre des choses est effectivement de le faire confirmer par l'intéressé dans ces cas-là. On le sait, j'ai eu des témoignages d'avocats ou des mises en examen au cours de l'instruction de leur dossier ont pu dire « mais non, je n'ai pas dit ceci à mon interrogatoire ». Quand c'était enregistré, on a pu revenir dessus et il est arrivé qu'effectivement, on se soit perçu qu'ils n'avaient pas dit ce qui était inscrit dans le procès verbal et que ça avait une conséquence grave sur le déroulement du procès et sur la nature des faits pour lesquels ils étaient incriminés. Je signale aussi en passant que c'est la loi en Turquie que de dire que s'il n'y a pas eu présence de l'avocat pendant l'interrogatoire, l'intéressé doit confirmer les propos inscrits au procès verbal. Il me semble que la moindre des choses est de faire la même chose en France. Alors, l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. L'avis est défavorable pour trois raisons principales. D'abord, le mécanisme qui est proposé par Madame Claes, c'est un mécanisme extrêmement lourd. S'il faut aller devant le juge des libertés et de la détention à chaque fois qu'il y a un procès-verbal d'audition qui a été mené hors la présence de l'avocat, ça va être très, très lourd. Je dis ça dans l'esprit du nouveau texte qui prévoit que chaque personne gardée à vue peut bénéficier, si elle le souhaite, de la présence d'un avocat. Donc à partir du moment où la personne a dit qu'elle ne voulait pas d'avocat, elle a probablement ses raisons, donc je ne vois pas pourquoi on irait devant le JLD. Deuxième raison, j'ai déjà expliqué qu'à ce stade de la procédure, nous estimons que le JLD n'a pas à intervenir. Et enfin, vous prévoyez une nullité textuelle dans votre amendement qui risque de fragiliser les enquêtes, donc avis défavorable. Avis du gouvernement. Oui, merci, Monsieur le Président. Le gouvernement est défavorable à l'amendement que vient de présenter Madame Claes pour une raison simple, c'est que dans toutes les hypothèses, il n'y a pas d'avocat. Et que nous avons voté à l'article 1A une disposition qui dédie tout sens à une disposition, à des déclarations qui seraient faites sans avocat, en tous les cas, ne pourraient pas servir d'incrimination. Je considère donc qu'il faudrait retirer cet amendement parce qu'il n'a pas de fondement. Une audition qui est faite sans la présence d'un avocat ne peut pas donner lieu à une incrimination et c'est pas d'aller la répéter sans avocat devant un magistrat du siège qui lui donne plus de valeur. Merci. Madame Claes, pour expliquer son vote. Je voudrais juste rectifier par rapport à ce que vient de nous dire Monsieur le garde des Sceaux. Il ne s'agit pas forcément d'incrimination, il s'agit de ce qui a été déclaré. Ce n'est pas forcément une auto-incrimination. Et quant à la réponse du rapporteur, je n'ai pas bien compris finalement. Il y en aura beaucoup des auditions sans avocat et ce sera ingérable ou il y en aura quasiment jamais, c'est pas la peine? Bien. Je vais consulter. Ceux qui sont favorables à cet amendement présenté par Madame Claes, qui a reçu un double avis défavorable, manifestant en levant la main. Avis contraire, n'est pas adopté. Et sur l'article 7, même vote, adopté. Et nous passons à un amendement qui porte le numéro 6 rectifié.
Madame Deségaux le présente. Monsieur le Président, cet amendement vise à supprimer, à remplacer par exemple les mots « la victime » par les mots « une personne qui se déclare victime » dans l'alinéa 2 et 3 et l'alinéa 7. Pourquoi ? Parce qu'au stade de l'enquête, une personne n'a pas la qualité de victime. Seule une juridiction peut déclarer et reconnaître cette qualité au moment de la décision qu'elle prononce. Donc l'enquête de police ou de gendarmerie peut démontrer qu'une personne se prétendant victime ne l'est pas. C'est pour ça qu'il me semble utile d'utiliser une qualification plus neutre et prudente. Merci. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. La qualification de victime ne préjuge naturellement pas de la décision définitive de la juridiction, bien évidemment. Et à titre d'exemple, je citerai le Code de procédure pénale qui utilise le terme victime dans le cadre de l'instruction, alors qu'aucune décision n'a encore été prise sur le fond. Ce sont les articles 80-3, 90-1, 142-2 du Code de procédure pénale. Je pense qu'il est plus cohérent et plus raisonnable d'en rester à cette dénomination classique. Donc je sollicite de Madame Deségaux qu'elle veuille bien retirer son amendement. Et nous passons à l'amendement 92, monsieur Anziani. Un nouvel épisode de coordination un peu plus complexe peut-être, mais en tout cas, c'est toujours cette idée que dès l'instant qu'on parle d'audition, on parle de confrontation, et on doit en parler également pour la victime, comme nous avons pu tout à l'heure en parler pour la personne mise en garde à vue. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Nous avons donné un avis favorable à toute une série d'amendements qui visaient à ajouter le mot confrontation après le mot audition. Mais là, nous sommes dans une situation un peu différente où on vise expressément le cas où la victime est auditionnée. Donc, avis défavorable. Même avis. Je consulte. Ceux qui sont favorables manifestent en levant la main. Avis contraire ? N'est pas adopté. Et nous passons à l'amendement 10 rectifié bis que présente notre collègue Jean-Patrick Courtois. Le présent amendement vise à donner la possibilité à la victime d'être assistée d'un avocat lors des confrontations, même si la personne gardée à vue a expressément renoncé à être, elle, assistée d'un avocat. En effet, au moment même où le projet de loi réaffirme avec force l'intérêt attaché au droit de la défense, on ne saurait faire dépendre d'exercice d'un droit aussi essentiel pour la victime que celui de pouvoir bénéficier de l'assistance d'un défenseur lorsqu'elle est confrontée aux mises en cause, de la décision de ce dernier d'être ou non assisté par un avocat, voire de l'éventuelle carence de ce dernier. L'équilibre de la procédure pénale exige que les droits de la victime soient à cet égard clairement consacrés dans la loi. Merci, cher collègue. Le 102 rectifié qu'il présente, c'est vous, madame. Vous avez la parole. Madame. Merci, Monsieur le Président. À l'alinéa 3, remplacer les mots « est informé de ce droit » par les mots « se voit notifier son droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire lors du dépôt de plainte ». Amendement de précision. Dans un souci d'égalité, le droit pour la victime de bénéficier d'un avocat doit lui être notifié et entrer dans la procédure pénale. La victime doit avoir expressément connaissance de ce droit qui ne doit pas apparaître comme une simple éventualité. Je vous remercie, ma chère collègue. Je vous prie de m'excuser. J'ai pris tout de suite la présidence et, voyant des amendements regroupés, j'ai pensé qu'ils étaient en discussion commune. Donc, je consulte la commission sur l'amendement présenté par notre collègue Courtois. Alors, il faut me les remettre en ordre. Merci, Monsieur le Président. L'amendement de Monsieur Courtois pose le droit de la victime d'être assistée d'un avocat. C'est le pendant du droit de la personne gardée à vue de bénéficier également d'un avocat. Donc, c'est l'esprit du texte. Ça figure d'ailleurs à d'autres endroits du projet de loi. Bon, c'est une précision qui doit être approuvée. Donc, l'avis de la Commission est favorable. Il va de soi, en vertu du principe de l'égalité des armes, que la victime ne pourra pas bénéficier de l'assistance d'un avocat
lorsque l'auteur présumé des faits se verra privé de cette assistance par une décision du procureur de la République. Je me permets de le dire, même si ce n'était pas évoqué par l'amendement, mais ce que nous voulons vraiment, c'est l'égalité des armes. Si le gardé à vue a un avocat, la victime peut avoir un avocat. S'il est privé de ce droit, la victime ne peut pas avoir un avocat. À l'inverse, dans les circonstances que vous visez dans votre amendement et pour lesquelles nous donnons un avis favorable, il va de soi que la victime est assistée d'un avocat lors de son audition. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi, je partage l'avis du rapporteur. C'est un amendement qui a commencé à être mis en œuvre par l'Assemblée nationale. Le Sénat termine le travail, c'est très bien ainsi. La victime a droit à un avocat. Je suis d'accord avec l'hypothèse qu'évoque Monsieur le rapporteur. Si le procureur a décidé de reporter la présence de l'avocat, mais il est probable que la victime ne sera pas là. D'ailleurs, dans ce cas-là, mais si ça se produisait, je suis tout à fait de l'avis du rapporteur. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Y a-t-il des explications de vote? Il n'y en a pas. Je consulte. Qui est favorable à l'amendement présenté par Monsieur Courtois? Qui est contre? Il est adopté. Alors, nous passons au 102 rectifié qui a été présenté par Mme Bou. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Il a été présenté. Oui, il s'agit donc du 102 rectifié, qui prévoit que la victime se voit notifier le droit à bénéficier d'un avocat lorsqu'elle dépose une plainte auprès de l'OPJ. Alors d'ores et déjà, le projet de loi prévoit que la personne victime est informée de ce droit avant la confrontation, ce qui paraît fournir une garantie suffisante. J'ajoute que dans de nombreux cas, très nombreux cas, le dépôt de plainte n'est pas suivi d'une confrontation. Il n'est donc pas nécessaire qu'un avocat soit désigné. Donc avis défavorable. Ou alors, je suggère un retrait si j'ai convaincu Madame Boutte. Je pense qu'effectivement, je peux le retirer. Il est retiré. Nous passons maintenant au 125 rectifié. C'est Monsieur Mézard qui va s'en faire l'avocat. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je ne sais pas si ma plaidoirie sera suffisante pour convaincre la Haute Assemblée. Par cet amendement 125, nous souhaitons à l'alinéa 4 de l'article 7 bis que soit rajouté qu'à sa demande, l'avocat peut avoir accès aux pièces du dossier pénal qui concernent directement la personne qui l'assiste. Je rappelle qu'on est dans le cas de l'assistance d'un avocat à la victime. Donc, je sais que nous sommes tous convaincus de l'intérêt qu'il y a à ce que la victime soit bien assistée, bien défendue, et je vois Monsieur le garde des Sceaux qui opine. Et à ce niveau-là, je pense que tout le monde sera d'accord pour considérer qu'une meilleure égalité des armes entre prévenus et victimes présumées permettra à l'avocat de la victime d'avoir accès aux pièces du dossier pénal qui intéressent directement son client, puisque s'il y a cette garde à vue, c'est bien évidemment parce qu'il y a eu suspicion de délit ou de crime au préjudice de la victime. Donc je vois mal comment nous pourrions aller à l'encontre des intérêts de la victime, et je crois que cet amendement pourvoit à cette... Je vous remercie, mon cher collègue. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur, s'il vous plaît. L'amendement de Monsieur Mézard se comprend par cohérence avec le souhait qu'il a déjà exprimé la semaine dernière, que l'avocat du gardé à vue puisse consulter l'ensemble des pièces du dossier. Le Sénat ne vous a pas suivi la semaine dernière. Je ne reviens pas sur les raisons qui ont été évoquées. Et donc, par cohérence, je ne peux pas accepter que l'avocat de la victime puisse avoir accès au dossier, quand bien même ce seraient les pièces qui ne concerneraient que la victime. Avis défavorable. Remercie, Monsieur le Ministre. Avis du Gouvernement. Je voudrais répondre à M. Mézard, mais il est trop avocat pour ne pas comprendre l'argument qu'il a lui-même avancé à plusieurs reprises au cours de ce débat, qui est celui de l'égalité des armes. On ne peut pas donner plus à l'un qu'à l'autre. Donc, comme le Sénat n'a pas suivi M. Mézard la semaine dernière, nous sommes contraints de donner un avis défavorable.
Je vous remercie, Monsieur le ministre. Y a-t-il des explications de vote? Il n'y en a pas, je consulte. Qui est favorable à l'amendement présenté par Monsieur Mézard? Qui est d'un avis contraire? Il n'est pas adopté. Je consulte sur l'article 7 bis. Qui est favorable à l'article 7 bis? Qui est contre? Il est adopté. Nous passons à l'article 8. Madame la présidente Nicole Borvo-Cohen-Saad, vous avez demandé la parole. Vous l'avez. Oui, Monsieur le Président, merci. Alors, l'article 8 pose le principe du respect de la dignité de la personne gardée à vue et la limitation des mesures de sécurité à celles strictement nécessaires. Soit il est positif que ces exigences soient rappelées, mais qu'en sera-t-il dans la réalité? Cet article contribuera-t-il à rendre plus acceptables les conditions matérielles de détention aujourd'hui trop souvent indignes? Permettez-moi d'en douter. Le texte ne dit rien en effet de ces conditions matérielles. Le projet de loi tel qu'il se présentait avant son examen par le Conseil d'État les évoquait. Ils ont depuis lors disparu. En toute logique, rien n'est dit non plus d'une quelconque sanction de leur non-respect. Nous avions déposé un amendement sur cet article 8. Il était destiné à réparer cette absence et à faire de la dignité un droit ne souffrant d'aucune dérogation. Nous y invoquions notamment le respect de l'intimité, de la pudeur, de l'hygiène et nous y imposions des conditions matérielles nécessaires à son respect. Pour garantir son effectivité, notre amendement prévoyait une sanction, la mise en cause de la responsabilité de l'État pour le préjudice moral subi par la personne gardée à vue. D'ailleurs, en toute logique, avec des amendements que nous avions déposés lors de la loi pénitentiaire. Eh bien, ils nous ont été refusés au prétexte, bien sûr, de l'article 40. Nos propositions répondaient pourtant à une injonction du Conseil constitutionnel. Celui-ci a rappelé dans sa décision du 30 juillet dernier que la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation constitue un principe à valeur constitutionnelle. Nous avons voulu sanctionner la méconnaissance de ce principe et donner aux institutions judiciaires les moyens juridiques d'assurer leur mission. Il est clair que tant que vous refuserez d'accorder les budgets nécessaires à un État normal et digne des locaux de garde à vue, les choses ne changeront pas et cette réforme de la garde à vue ne sera pas effective. Je ne détaillerai pas tout ce qui a été dit, écrit, y compris d'ailleurs dans le rapport de notre collègue Françoise Zocchetto. La saleté, les odeurs nauséabondes, l'obligation de quémander une couverture ou le droit d'aller aux toilettes, l'absence de pudeur, d'intimité, je m'en tiens pour là sur ce constat car je n'en finirai pas. Permettez-moi de vous renvoyer aux divers rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté, ceux de la CNDS, ils sont tout à fait édifiants. Je l'ai saisi à cet effet plusieurs fois. Mes chers collègues, les prisons françaises ne sont pas, hélas, les seules à être une humiliation pour la République. Il est temps que la France ne donne plus l'occasion d'être montrée du doigt par les organismes internationaux comme le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ou le Comité contre la torture des Nations Unies. Et je crois qu'il est bon de le rappeler et je regrette vraiment qu'au motif de l'article 40, qui est utilisé de façon à géométrie variable, on le sait, soit opposé, puisque de toute façon, il est évident que ce que nous votons, ou voterons, ou que vous voterez, sera nul et non avenu en la matière si les budgets ne sont pas suffisants pour y répondre. Je vous remercie, Madame la Présidente. Nous n'avons pas d'amendement sur l'article 8. Je mets aux voix l'article 8. Qui est favorable à l'article 8? Qui est défavorable? Il est adopté. Nous passons après l'article 8 à un amendement 39. Qui le présente? Madame Assassi, Madame la Présidente. L'amendement numéro 39. C'est un article additionnel après l'article 8. Alors, lors de la procédure de garde à vue, il peut arriver que les OPJ aient recours à la contrainte physique.
L'article 803 du Code de procédure pénale est alors applicable. Comme vous le savez, cet article stipule que nul ne peut être soumis au port de menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Si l'usage abusif de cette mesure doit entraîner la responsabilité de l'État pour voie de fait, comme l'a rappelé dernièrement la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 11 janvier 2011, il reste que les effets sur la nullité de la procédure sont très limités. Dans de nombreuses affaires, les juridictions considèrent que la preuve n'est pas rapportée de l'usage des menottes. De plus, les justifications acceptées par la jurisprudence, notamment au regard du risque de fuite, sont très largement entendues. Ainsi, si une personne arrêtée déclare qu'elle ne veut pas rentrer dans son pays d'origine, cette déclaration suffit à considérer que le risque est réel. Dans un arrêt du 13 août 2010, la Cour d'appel de Douai, validant la légalité d'un menottage justifié par le risque de fuite, a regretté qu'aucun des PV de la procédure ne faisait mention du menottage. Face à la fréquence des recours au menottage, par notre amendement, nous proposons que l'usage de menottes ou d'entraves soit mentionné dans un procès-verbal versé au dossier et que leur motivation soit également consignée dans ce procès-verbal. Je connais des syndicalistes de l'EDF, pour vous donner toutes précisions utiles, de la direction générale de l'EDF à l'époque, qui, ayant occupé le local de l'EDF, ont été menottés quand ils ont été amenés au commissariat et où ils ont été en garde à vue pendant 24 heures avec toute la panoplie des attributs de la garde à vue, c'est-à-dire confiscation des lunettes, des soutiens-gorge, etc. Vous voyez, ce sont des syndicalistes qui, évidemment, étaient susceptibles de prendre la fuite, de se suicider ou je ne sais quoi, et qui avaient besoin de toute cette panoplie de mesures humiliantes. Je vous remercie, Madame la Présidente. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. L'article 803 du Code de procédure pénale est celui qui encadre la pratique du menottage. C'est en effet quelque chose de suffisamment important pour qu'il y ait un article entier du Code de procédure pénale qui lui soit consacré. Je pense que cet article est bien rédigé. Vous avez évoqué une jurisprudence tout à l'heure, mais la jurisprudence de la Cour de cassation me paraît assez stable sur le sujet. Et je ne pense pas qu'il soit utile de modifier l'article 803 du Code de procédure pénale, donc avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre, même avis. Y a-t-il des explications de vote? Il n'y en a pas. Je consulte. Qui est favorable à l'amendement présenté par Madame la Présidente, l'amendement numéro 39? Qui est d'un avis contraire? Il n'est pas adopté. Nous passons à l'article 9. C'est Monsieur Mézard qui vient à la barre. Vous avez la parole. Ah bah écoutez, on vous traite comme un avocat. Merci Monsieur le Président, mais en allant à la barre, je ne voudrais pas finir avec des menottes. Et qu'un mandat de dépôt soit décerné à mon encontre. Donc, je vois déjà Monsieur le garde des Sceaux qui jubilerait, mais nous n'en sommes pas là. Donc, l'amendement 127 rectifié a pour but, à l'alinéa 3 de l'article 9, de rajouter, après objet, les mots vêtements et sous-vêtements. L'alinéa 3, tel qu'il est rédigé, c'est la personne gardée à vue dispose au cours de son audition des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité. Alors on va m'objecter que le mot objet inclut forcément vêtements et sous-vêtements. Je crois qu'il est cependant bon, compte tenu, et je n'en rajouterai pas une couche par rapport à ce que tout le monde sait et a rappelé X fois depuis que nous débattons de la garde à vue au cours de multiples séances publiques. On connaît l'historique et certaines dérives, pas générales, mais certaines dérives qui ont été rappelées à juste titre et dénoncées, et très précisément d'ailleurs dans les rapports du contrôleur général des lieux privatifs de liberté. Il semble opportun, notre collègue Jean-Pierre Sueur n'est pas là par rapport à la grammaire et à l'étymologie des mots, mais par rapport au mot objet, je pense qu'il serait souhaitable de rajouter objet, virgule, vêtements et sous-vêtements dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité et de son intimité, par rapport aussi à l'historique que je viens de rappeler.
Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. Si vous souhaitez la revoir ou en savoir plus sur la réforme de la garde à vue, notre site internet publicsénat.fr. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Public Sénat.